Benjamin, Artopi, qui veut commencer par se présenter? Benjamin, peut-être que ce sera Ouais, d'accord. moins compliqué. Très bien. Comme le disait Jérôme, je suis sociologue indépendant et je participe à une plateforme un groupe de recherche qui s'appelle le CEDREA et qui est orienté sur dont l'objectif est de développer et promouvoir des approches du changement social à travers la méthodologie de la recherche-action. Parallèlement à cela, je mène une recherche-action, en l'occurrence, qui a consisté il y a environ 8 ans à créer un magasin gratuit dans un petit village du sud de la France, de l'Aude, qui est toujours ouvert, hein, qui fonctionne encore. Mais là, je suis plus orienté à l'heure actuelle. On a créé une gratuiterie, ce qu'on a appelé une gratuiterie, disons, qui est un espace d'expérimentation autour de la culture libre et des échanges non marchands. Voilà. Bon, je pense qu'après, on pourra développer, mais je laisse la parole à Artopi, au collectif. Alors, Artopi, comment expliquer Artopi? Alors, c'est un lieu, donc ça tombe bien vu que c'est un peu la thématique de ce soir. C'est aussi beaucoup de personnes, plein d'actions, mais c'est surtout un lieu qui existe depuis 2001 et une association qui est née de la rencontre d'un artiste plasticien et d'une troupe de théâtre. Et donc, cet artiste plasticien et cette troupe de théâtre ont financé la réhabilitation d'une ancienne manufacture de couverts pour en faire un centre de création artistique. Ça fait 20 ans maintenant que ça existe et au final, ça brasse énormément de domaines, énormément d'actions, énormément de rencontres et d'activités. Je vais en citer quelques-unes. Ce ne sera pas exhaustif parce que c'est assez conséquent. Donc ça a commencé avec le théâtre et les arts plastiques. Et ça continue avec la musique, les arts vivants. Ce qui se greffe dessus aussi, c'est pendant longtemps, on était fédéré par la Fédération Culture et Liberté Moselle, donc Fédération d'éducation populaire. Donc on a toujours une activité d'éducation populaire auprès des publics de la jeunesse. Donc on fait des colonies de vacances, des centres aérés. Comment ? Des jeunes adultes. Et des jeunes adultes. Et je ne sais pas par où enchaîner. On peut peut-être donner 2-3 exemples. Peut-être parler un peu du lieu. On a environ, on dit qu'on a 2000 mètres carrés. On a une grande salle d'exposition dans laquelle on se trouve maintenant, dans laquelle on va créer un espace de coworking. On a un grand théâtre, salle de spectacle. On a des ateliers bois, métal, sérigraphie, art plastique, donc des espaces différents dédiés à différentes activités. On a des chambres et un appartement pour accueillir des personnes en résidence. Un lieu de vie en commun. On a une cafétéria, une cuisine professionnelle, une friperie, un atelier couture. Il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà. Mais du coup, avec tout ça, on est en ce moment en train de réfléchir à une suite, en fait, et d'où notre questionnement par rapport au tiers-lieu et au développement vis-à-vis de ça, quoi. En fait, la réflexion, donc, c'est que... Oui, je m'avance un peu pour rentrer dans le champ. Donc, la réflexion qu'on a depuis quelques mois, depuis un peu plus d'1 an, c'est que l'historique et le développement d'Artopi rend évident qu'Artopi est un tiers-lieu.
et que principalement c'est un tiers-lieu parce qu'il est régi par ses propres règles et par une communauté en fait voilà, qui est propre à ce lieu et qui met en ressource le lieu lui-même, le bâtiment, le lieu physique d'une part, les connaissances ensuite qui depuis 20 ans ont constitué tout le développement de l'association et de tout le programme qui s'y est déroulé. Et puis ensuite, on l'abordera peut-être dans un deuxième temps, toute la place que peut occuper ce lieu et puis ses actions dans un territoire voilà, rural. Ouais, on ne l'a pas précisé, en fait on est à Meisenthal, c'est un petit village du parc régional des Vosges du Nord, donc au milieu de la forêt, en Moselle et à la frontière de l'Alsace. Donc c'est un petit village de 600 habitants, il me semble. Voilà. Donc ça c'est l'environnement dans lequel on se trouve et le milieu, il se trouve que Meisenthal est également un lieu culturel très important par un site qui s'appelle la Halle Verrière qui réunit un centre international d'art verrier qui est très très important et qui attire les plus grands designers et les plus grands artistes pour produire des œuvres en verre. Une halle de musiques actuelles qui a une programmation aussi assez conséquente depuis pas mal d'années et un musée voilà, de l'histoire du verre local. Et donc tout cet ensemble est aujourd'hui un des plus gros projets de réhabilitation en France, avec un projet très très important d'architectes new-yorkais voilà, qui sont en train d'en faire un lieu culturel voilà, très majeur en France. Donc nous, de fait, de par cette histoire et de par ce milieu culturel d'art verrier, de design, d'artisanat d'art, etc., on a un positionnement qui est assez important autour voilà, de la pratique artistique. Et ce qu'on abordera peut-être tout à l'heure aussi, c'est que nous, de fait, on a une position vis-à-vis de la politique culturelle et vis-à-vis de la place de la culture et de l'art dans un territoire comme celui-ci du Pays de Bitche, qui est un territoire très, très isolé. Voilà. Merci beaucoup. Pour faire court. On a deux questions qui arrivent avant d'attaquer. Très pratique. Il y a une personne qui demande combien, quand vous dites que vous êtes nombreux, est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée? C'est-à-dire actuellement en confinement ou... Alors actuellement en confinement, j'ai répondu là-dessus, mais Ok. peut-être dans Les membres une d'Artopi. ouais, dans une activité classique, combien vous êtes sur le lieu En ce moment, en résident permanent, on est 5 en résident permanent qui font en sorte que Artopi, que les lieux soient... On est 5 à habiter tous les jours sur place. D'accord. Ensuite, on est environ 25 dans le conseil d'administration. Et, donc les personnes plutôt actives. Et donc, ouais, voilà, les bénévoles très actifs et membres du conseil d'administration. Et sinon, au niveau bénévole, on est un peu plus nombreux que ça. Quoi. Ouais, il y a à peu près 90, 100 membres qui sont adhérents, voilà, membres moins actifs, mais qui peuvent l'être à un moment. Et ensuite, il y a tout un public qui est assez important, qui s'est constitué depuis 20 ans à peu près, et puis là, qui est au rendez-vous pour des grands événements qui sont récurrents chaque année. Par exemple, là, on a annulé en fait l'événement majeur de l'année, qui est le 1er mai, et qui est un peu le lancement de la programmation. Voilà, donc ce 1er mai, FEDER est le rendez-vous annuel où le public revient pour suivre ensuite toute la programmation d'été, d'automne et d'hiver, quoi.
Et alors, il y a une autre remarque à laquelle je vous laisserai pas répondre tout de suite, mais on nous dit que vous n'avez pas beaucoup l'accent mosellan et que c'est sans doute un faux. Voilà. Du coup, la première question que je voulais vous poser à la fois à vous deux, mais peut-être aussi avant que Artopi et Benjamin vous puissiez répondre aux participants. Euh, est-ce que vous pensez que des lieux, c'est un élément indispensable pour contribuer à l'émergence de pratiques, de solidarité, de rapport à la propriété, au travail, qui soient différents? Pourquoi vous avez choisi de faire des lieux plutôt que de faire un forum ou un parti? Je vous laisse peut-être, est-ce que vous voulez réfléchir un petit peu à votre réponse? En fait, on s'est réunis tout à On s'est réunis tout à l'heure. Alors après, c'est juste pour donner un peu la réflexion qu'on a eue par rapport à cette soirée. C'est que nous, finalement, le lieu, on part d'un lieu physique qui est cette ancienne orfèvrerie qui s'est transformée en fabrique artistique et culturelle, si on peut dire, un peu dans une présentation simple et imagée. Mais en fait, ce qui s'est créé, c'est la rencontre de personnes et le contexte culturel qui a donné lieu, en fait. Et on est plutôt dans justement une projection où le lieu physique, à un moment, c'est aussi ce qui donne lieu socialement, culturellement, à une émergence de pratiques, d'expériences et puis ensuite de connaissances qui deviennent partagées, qui se rencontrent. Là, on a des profils très, très différents, des âges très différents et finalement, ce lieu-là, donc, il est… Alors moi, personnellement, je pense qu'il est indispensable, le lieu physique, indispensable pour donner lieu socialement, culturellement, etc., à une rencontre. Et puis ensuite, à des rencontres qui peuvent être convergentes, mais parfois divergentes. Donc nous, c'est comment on gère ces différents usages, ces différentes expériences, ces différentes connaissances, ces différents points de vue dans un lieu qu'il faut lui aussi partager, c'est-à-dire que, eh bien, il faut que, compte tenu de toutes les activités qu'on a, on doit partager l'espace physique qui, lui, n'est pas extensible, même si là, on est en train de l'étendre un peu, on est en train de… Nico, qui est arrivé tout à l'heure, est en train de transformer l'espace extérieur avec Nathan et d'autres personnes, avec Tanas, Pierre et Lisa jusqu'à tard hier soir. Voilà, donc nous, à un moment, il y a une contrainte à la fois physique et sociale, voilà, où on doit partager beaucoup de choses. Si je retiens ce que tu dis, c'est que vous avez le lieu, il sert à donner lieu à une communauté autour et à une communauté de pratique. Oui. Benjamin ? Je pense que c'est effectivement un point important, c'est l'aspect central d'un lieu qui permet de réunir une communauté, quelle qu'elle soit, parce que ça peut être une communauté d'usagers autour d'une activité comme une activité artistique, mais ça pourrait être une activité commerciale ou des activités relatives aux dons. Et le fait que ça soit spatialement ancré sur un territoire, alors moi je suis tout à fait favorable je pense que c'est une très bonne chose de les ancrer dans des territoires ruraux, des lieux de création, d'activités innovantes, de diversité de pratiques d'une manière générale. Et c'est aussi une manière d'imposer à la fois socialement et symboliquement ces activités en les ancrant dans un lieu, dans un espace, au même titre que en fait elles vont se retrouver à côté, pour ainsi dire, du moins dans l'espace des représentations et aussi dans l'espace physique, à côté d'autres lieux qui peuvent avoir des finalités complètement différentes. Donc, alors, c'est un des paris, notamment à la gratuiterie de Limoux, c'est d'ancrer un espace non marchand
et qui est revendiqué comme tel, hein, parce que rien que le mot déjà est parlant. Et pour les ancrer à côté, faire un espace concurrent ou alternatif. Est-ce que tu pourrais peut-être expliciter un peu, tu as dit imposer, le lieu, ça sert à imposer dans un environnement une forme de pratique. Et est-ce que tu pourrais peut-être expliciter un peu ce que tu voulais dire par là? Imposer, non, c'est quand même fort, mais disons plutôt ouvrir des possibilités, que ce soit à travers des activités artistiques ou des activités orientées autour de l'échange de matériel, de ressources, d'objets. Non pas les imposer, mais laisser la possibilité à des personnes qui habitent sur un territoire, leur laisser la possibilité de pratiquer des activités différentes avec éventuellement sous une autre modalité d'échange. Alors, la gratuiterie de Limoux est ancrée sur cette finalité-là, à savoir proposer pour toute activité, quelle qu'elle soit, et ça peut être des activités artistiques également, de pouvoir la réaliser en adoptant une autre forme d'échange. Voilà, je pense que c'est vraiment le point central. Et ça, on ne peut le faire que dans un lieu. Concrètement, après, on peut, à un moment donné, il faut qu'il y ait une centralité du fait tout simplement que les échanges ont besoin de se connecter. Alors donc, il y a aussi des aspects pratiques, techniques, pour ainsi dire. Qui explique d'ailleurs que les commerces se regroupent souvent dans les mêmes endroits. Voilà. Ce qui peut peut-être illustrer ce que vient de dire Benjamin, c'est que le projet de tiers-lieu qui s'est révélé par lui-même, en fait, c'est que des activités artistiques guidées par l'éducation populaire, en fait, ont révélé d'autres possibles et d'autres besoins, d'autres envies, et notamment un exemple qui est intéressant et sur lequel on travaille beaucoup, c'est une épicerie solidaire, et à travers en fait une distribution d'aliments bio et d'autopartage de produits alimentaires. Et ça a ouvert en fait toute une activité annexe, mais aujourd'hui qui vient complètement intégrer même la production et le projet artistique. Donc on est en train de développer, comme je le disais tout à l'heure, piloté par Nicolas, un jardin fortement justement incité à développer ce jardin compte tenu de la situation actuelle et de la réflexion qu'on a justement sur cette situation qu'on vit tous. Donc le jardin ensuite est étroitement lié à la cuisine et à différentes animations qu'on organise autour de soirées où on fait des repas, rencontres qui permettent de faire venir tout un public qui est déjà présent, mais aussi tout un public qui revient et qu'on essaie de faire se rencontrer, etc. Et tout ce projet d'épicerie et d'autopartage alimentaire, lui, vient aussi en extension ou en relation avec toutes ces activités. Et ça nous fait penser, projeter le lieu autrement, pas comme simplement un lieu de création et de production artistique, mais aussi comme un lieu de vie, un lieu de rencontre. Et donc, pour venir au thème de la discussion, un lieu de partage, un lieu de convivialité et de générosité. Ce qui est intéressant, ce qu'on disait tout à l'heure en préparant cette rencontre, c'est que la gratuité, c'est aussi la gratitude. C'est qu'est-ce qu'on peut donner, nous, compte tenu de ce dont on dispose. Il y a un exemple, par exemple, qui est assez frappant, c'est que un des membres fondateurs
de l'association à créer un atelier couture et puis donc à récupérer quelques vêtements. Et puis en fait, la récupération a très bien marché et a tellement marché que il y a eu énormément de dons de vêtements et puis donc ça déborde de dons et donc ça génère aussi toute aussi une action par rapport à cet atelier, à cette friperie et puis cet élément de partage aussi voilà, qui devient quelque chose de très important, quoi. Oui. Peut-être pour compléter un peu la question, est-ce que vous observez dans vos lieux un rapport particulier au public qui sont aussi les plus exclus socialement, les plus précarisés dans nos sociétés? Est-ce que vous avez un lien avec ces publics-là, que ce soit ceux qui sont primo-arrivants, ceux qui sont précarisés de par leur situation économique, qui sont assez nombreux dans vos territoires pour les connaître un peu, que ce soit à Meisenthal dans les Vosges mosellanes ou alors à Limoux, qui est un territoire qui a été aussi assez traumatisé. Est-ce que vous avez des liens avec ça? Est-ce que vous observez vos lieux comme des espaces qui sont fréquentés par ces publics-là et comment ça se passe? Euh, je pense que objectivement, le territoire de Limoux effectivement est frappé par une certaine pauvreté, est frappé par une pauvreté assez significative. Maintenant, c'est clair que la gratuiterie sert à des personnes qui sont vraiment dans le besoin, mais l'intérêt du lieu, c'est justement de proposer un espace où des personnes qui veulent c'est aussi, en tout cas, alors ça aide effectivement des personnes en situation de précarité, mais c'est aussi de proposer à des personnes qui veulent vivre une forme de pauvreté volontaire, de pouvoir s'auto-organiser entre eux pour pouvoir le faire dans des conditions matérielles satisfaisantes. Donc à ce niveau-là, en tout cas, alors là je partirai plus sur l'expérience du magasin gratuit de Puy-Vert. À ce niveau-là, c'est clair qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent vivre sans argent, qui refusent une certaine forme une certaine forme de la société de consommation et qui trouvent une ressource à travers ce genre de lieu, clairement. D'accord, donc pour toi, c'est à travers des lieux comme ça, la dimension aussi de pouvoir permettre l'émergence de modes de vie différents qui s'appuient sur ces lieux-là comme lieux Tout à fait, ressources, c'est comme ce lieux que de je disais. passage. Tout à fait, c'est vraiment important de voir cet aspect-là qui est, à la limite, c'est même pas l'objectif n'est pas vraiment de réduire la pauvreté, au contraire, mais c'est plutôt de rendre possible des modes de vie alternatifs qui sont basés sur des formes de consommation tout au moins d'achat moins importantes, quoi. Mais c'est pas, il n'y a pas un objectif de réduction de la pauvreté. Ok. En tout cas, c'est pas l'objectif du lieu. Artopié, est-ce que sur cette question-là, vous avez l'envie de réagir aussi? Oui. Alors, on est dans un milieu super rural. Alors, Virginie Besnard, artiste musicienne, voilà, je vous la présente. Elle est confinée avec nous et membre d'Artopie depuis plusieurs années. Tu voulais réagir? Ouais, du coup, je suis concernée par cette précarité. Je suis intermittente par intermittence et que j'ai rencontré Artopie il y a 8 ans. Moi, je viens de la région parisienne. J'ai fait des choix en tant qu'artiste très nombreux qui m'ont amené à une précarité que j'ai supportée pour continuer mon art. Et aujourd'hui, elle a porté ses fruits parce que je travaille avec différentes villes et des compagnies qui sont, on va dire, au niveau international, qui ont des budgets en tout cas au niveau international, mais que Artopie m'a permis déjà de venir vivre à Strasbourg pour m'en rapprocher, parce que c'était un lieu pour moi qui était
effectivement, qui portait du sens, dans le sens où, en tout cas, moi, il m'a accueilli pour des projets artistiques et j'ai pu m'y ressourcer. Et je le fais encore de temps à autre pour venir écrire mes chansons ou participer aux soupes et chansons qu'on organise l'été. Et pour travailler, par exemple, sur cette question sociale, puisqu'aujourd'hui, je travaille également avec Thomas, qui est présent dans la salle aussi, en prison, avec Artopie, donc à Sarreguemines. Voilà. On mène aujourd'hui des ateliers depuis quelques années avec le SPIP de Sarreguemines. Donc moi, il m'a permis en plus de développer mes projets ici, quoi, en plus de la région parisienne ou d'autres pays. Et du coup, forcément, de lutter quelque part contre cette précarité. Alors après, c'est toujours un... Je pense qu'Artopie, pour moi, en tout cas, c'est un lieu de recherche. C'est là où, effectivement, il y a voilà, cette expérimentation d'être différent, d'avoir des chemins différents et de se rencontrer ici pour faire bouger nos lignes. Ça, c'est quand même assez fort, quoi. Parce que voilà, il y a quand même une volonté, en tout cas, d'essayer de se comprendre dans tout ça. Mais c'est vrai que je rejoins Benjamin. Par contre, il n'y a pas le but d'aider, d'être contre la précarisation. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais on accueille des gens comme moi ou des jeunes. On est dans un milieu rural. La pauvreté, je pense qu'elle est moins visible et on arrive moins à cibler les publics que peut-être que je dis des bêtises, hein, mais que dans une ville où on veut vraiment faire des choses envers un public très, très précaire. Et ce n'est pas le but de l'association, mais c'est vrai que les artistes, les intermittents, il y a plein de domaines professionnels qui sont très précaires. Les jeunes, et en fait la jeunesse, donc il y a plusieurs exemples. Donc par rapport aux artistes, ce qu'on fait également, c'est un marché de Noël alternatif depuis 12 ans, un truc comme ça, où on vend des œuvres d'art. Donc c'est un dépôt-vente d'œuvres d'art. Donc tous les Noëls, on fait ce marché de Noël alternatif. Et qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, on a l'autre exemple, en fait, c'est par exemple mon histoire personnelle qui est, je viens du village d'à côté. Pour répondre à un message que j'ai vu dans le chat, la boule de Noël n'a pas été inventée à Meisenthal, mais à Götzenbrück. Donc là, je joue bien. Et en fait, quand on grandit dans un village rural comme ça, on n'a pas énormément de perspectives d'avenir. On part en ville faire nos études. On se projette dans un système en fait totalement à cheval entre un milieu urbain, un milieu rural. On ne se trouve pas trop. Et en fait, Artopie, c'est un peu le moyen de se retrouver à la fois dans nos valeurs et professionnellement en fait. C'est-à-dire que pour moi, pour mon expérience personnelle et professionnelle, c'est ce qui m'a ouvert la voie à ce que je fais maintenant, à savoir une activité dans la communication. Et donc, depuis 1 an, j'habite à nouveau ici, alors que j'ai vécu plusieurs années en ville. Et je trouve que c'est l'alternative qui correspond le mieux à un mode de vie moins précaire. Je ne sais pas comment dire, mais... Donc, ce que vous dites là, ce qui est intéressant, c'est à la fois que ça permet d'ouvrir des opportunités à des gens du territoire, mais aussi que c'est un lieu d'inspiration pour des pratiques de solidarité qui se font ensuite en dehors, qui vont se diffuser, mais qui se créent ou qui s'imaginent à l'intérieur de ces lieux-là. Exactement. On peut donner aussi l'exemple de si on essaie de voir un peu, je ne sais pas si on peut dire des catégories, mais un peu des publics présents et récurrents. Donc, il y a effectivement beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes qui sont en situation précaire, comme beaucoup de jeunes partout en France et pas qu'en France. Hein. Et il y a également aussi beaucoup de femmes seules qui viennent avec leurs enfants et qui peuvent être à un moment dans une démarche personnelle, réflexive de leurs conditions de vie, de leur mode de vie. Donc, elles viennent dans un premier temps pour les activités artistiques. Mais très rapidement, c'est aussi pour aussi un lieu de rencontre et puis un lieu, justement, il y a une parole libérée où on peut parler librement et avec un peu de détachement. Mais de la réflexion sur les conditions de vie de chacun, et notamment des femmes seules avec des enfants dans un milieu rural comme celui dans lequel on se trouve.
Et ben là, ça donne aussi la possibilité peut-être de s'engager un peu plus dans une pratique ou une autre, ou dans une action ou une autre pour essayer de voir un possible qui peut être personnel, mais aussi à un moment professionnel, compte tenu de l'activité, de toutes les choses qu'on peut proposer ici. Ok, merci. Il y a une question d'Ameline. Ameline, tu veux la poser? Ouais, tu viens d'ouvrir ton micro. Si tu parles, normalement, on t'entend. Là, c'est bon, Ameline, on t'entendait. Là, ça marche? Oui. Ah. Je me demandais quel était le rapport avec les habitants, parce que je sais que vous êtes présents depuis longtemps et qui profitent des activités et tout ça, mais est-ce qu'il y en a qui viennent en résidence? Est-ce que ma question sur l'accent mosellan, en fait, c'était pour ça, c'est parce que je trouvais que vous n'aviez pas beaucoup l'accent pour des gens de Moselle-Est, mais est-ce que du coup, il y a des Mosellans enfin des habitants du village qui viennent aussi et qui participent à l'aventure ou qui viennent en résidence ou est-ce que tout le monde vient de partout en France? Alors, c'est une question. Ouais. En fait, Nicolas, donc pour coprésident. l'instant, en fait, on touche très peu de personnes du village. C'est assez paradoxal. Mais hein? Au magasin d'hiver, on a rencontré exactement le même problème. C'est-à-dire ça. Donc pour l'instant, c'est un peu. Au début, il y a quelques habitants qui viennent, mais on va dire sur les 700 habitants, on doit toucher. Même pas un dixième. Ouais, 40. À l'inverse, il n'y a pas de conflit du coup. Parce que des fois, il y a des tiers-lieux qui sont en conflit. Si? Je ne crois pas qu'il y ait de conflit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment qui on est et ce qu'on fait et qui sont pleins de préjugés. Mais on essaye de se battre un peu contre ça et c'est pas évident. Et c'est vrai que c'est peut-être un autre monde en fait qu'on rapporte au milieu d'un village comme ça. C'est un peu tout le problème précisément parce qu'on se posait la question par rapport au lieu tout à l'heure. Est-ce qu'on va être un lieu d'ouverture ou au contraire un lieu où on est enfermé? C'est un peu tout le problème qu'on peut rencontrer quand on essaie d'ouvrir à des nouvelles pratiques, d'ouvrir à des alternatives. Oui. Là, très clairement, c'est une des grandes problématiques, si on peut dire, actuelles par rapport au projet de tiers-lieux qu'on essaie de révéler en communiquant mieux et puis en réfléchissant justement à l'ouverture sur l'extérieur et notamment sur le village. Après, pour rappeler un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour les habitants de Meisenthal ou du territoire du pays de Bitche, c'est qu'on est à côté d'un équipement culturel, comme on dit dans la collectivité, qui est énorme et qui attire tout l'intérêt du public de par ce projet de transformation et de développement qui est exceptionnel, enfin, qui est vraiment très, très, très important. Et donc là, pour le public et les habitants, voilà, c'est là où ça se passe, quoi. Et c'est là où le regard et l'activité artistique se portent. Donc, il y a cette réalité-là, et là, c'est très concret parce que c'est à quelques mètres. Le village est très petit, il est encaissé dans une vallée, donc on est un peu à côté d'un mastodonte qui prend toute l'activité. Qui a un certain monopole dans certains domaines et dans certains réseaux. Mais après, ce qu'on fait nous, c'est pas la même chose. Et on essaye, en fait, nos activités se sont étoffées beaucoup, donc avec aussi des activités beaucoup plus quotidiennes, si je puis dire.
et peut-être moins axé culturellement, mais toujours en gardant ce lien entre le milieu de l'art et le milieu culturel avec le quotidien et la réalité du territoire, quoi. D'où l'épicerie, des repas qu'on fait, Et le un paradoxe, forum social. Après, oui, c'est vrai qu'on est quand même globalement. Enfin, je pense qu'on touche quand même pas mal de gens du territoire. Moi, je viens du village d'à côté. Lucie, elle vient du village. Nico, enfin, on est nombreux à venir de pas trop loin, quoi, quand même. Ok. Est-ce que vous, Benjamin, vous avez, et après je passerai à la prochaine question, mais une réflexion sur comment on fait justement, comment on fait pour accrocher localement les publics? Est-ce qu'on a une espèce de porte d'entrée et comment est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est clair que c'est une question qu'on se pose systématiquement à la gratuiterie ou au magasin de Puvert. Maintenant, je pense que bon là c'est une réponse plus personnelle, ça n'engage pas toutes les personnes qui sont à la gratuiterie ou qui gravitent autour. Je pense que l'important c'est d'offrir un espace de possible où il est possible pour les personnes qui le veulent, qui le souhaitent, de venir échanger différemment, donc et de pratiquer des activités gratuitement, ce qui est vraiment le cœur du lieu. Et après, peu importe, j'ai envie de dire, le quantitatif. Certains jours, on a 3 personnes. Il arrive que certains jours, on en ait une trentaine. Enfin, c'est très variable. Bon. Et donc, c'est vraiment l'important, à mon avis, c'est il faut plus raisonner en termes de faisabilité, de possibilités offertes aux personnes sur un territoire que de réfléchir à forcément bon, quel est l'impact concret. Voilà. Après, il y a un impact, hein, c'est sûr, mais je pense que déjà le premier objectif, tant pour les lieux artistiques, des lieux autour de la gratuité, c'est déjà d'offrir des alternatives sur un territoire. Ok. Artopi, peut-être que vous aviez envie de répondre aussi là-dessus. J'ai vu une réaction. Ah. Ce que dit Benjamin est très juste, hein. On est un peu dans le cas de figure. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a un paradoxe, par exemple, par rapport au CIAV. Et un des commentaires confirme un peu ce que l'on disait, c'est qu'il y a de l'extérieur, on pense que voilà, les deux sont reliés, mais il y a une étroite relation avec le CIAV. Beaucoup de membres d'Artopi travaillent en tant que souffleur de verre ou en tant qu'artisan au CIAV. Il y a beaucoup de projets, notamment sur les productions de films où Artopi participe. Voilà, mais donc voilà, il y a un peu un amalgame entre les deux et que ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce projet et cette institution attirent un peu tous les regards, quoi. Et notamment pour la collectivité, elle met toute sa communication et puis tout son programme politique et culturel sur ce projet-là, quoi. Et effectivement, donc on se retrouve dans des situations où on peut avoir 3 personnes comme 300 ou voire plus. Donc c'est compte tenu du moment, compte tenu du programme, c'est très variable et les possibles sont très différents parce que parfois, avec quelques personnes, on peut faire des projets qui peuvent être très intéressants. Et puis, avec beaucoup de personnes, on va être peut-être plus dans une manifestation ou de l'événementiel si on prend
peu ce terme-là dans la culture. Et voilà, les rencontres et les interactions ne vont pas du tout être les mêmes. Ok, merci. C'est sûr. Je vais rebondir sur un des mots que tu as utilisé en dernier. Tu parlais de manifestation. Du coup, ma deuxième question, c'était est-ce que vous avez des liens, et si oui, lesquels, avec des mouvements sociaux, avec des luttes sociales en cours? Dans les dernières années, il y a eu des mouvements qui ont frappé, qui ont été actifs notamment en ruralité. Je pense à celui des Gilets jaunes, aux mouvements de réforme contre la réforme des retraites. Mais il y en a d'autres aussi. Il y a aussi les mouvements climatiques. Est-ce que vous avez tissé des liens avec des mouvements sociaux? Vous parliez de forum social tout à l'heure à Artopie. Et que ce soit pour vous, pour toi, Benjamin, est-ce que voilà, vous avez des liens avec les mouvements sociaux, les luttes sociales en cours, et comment ça se passe? Quel rôle vous jouez là-dedans? Alors déjà, pour préciser, pour être assez clair, l'engagement, je crois que c'est important de voir que, en tout cas, bon, là, je parle au niveau de la gratuiterie, donc du lieu, c'est un lieu apolitique, tout au moins qui accueille toute personne, quelles que soient ses opinions, son identité politique. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de... donc, pourquoi? Parce que, en fait, l'objectif n'est pas d'être dans une posture... alors, il peut y avoir une posture prosélyte, mais l'objectif n'est pas, disons, je vais employer un mot qui fâche, mais là, j'ai pas d'autres mots en tête, d'endoctrinement. Notre objectif est plutôt de convaincre par la pratique. Et c'est ça qui semble important, c'est-à-dire déjà le champ d'action est assez limité, puisque finalement, il s'agit simplement d'ouvrir à des modes d'échange différents. Bon, alors, ça peut, sur certains domaines, ça peut avoir des répercussions en termes de pensée politique qui sont importants. Mais l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur la pratique, le faire, quoi. C'est j'entre dans le magasin gratuit, j'ai besoin de quelque chose, ou je viens faire une activité gratuite, et on va pas, il n'y a pas d'exclusion possible en fonction des opinions politiques. Donc ça, c'est un point. Et après, sur le rapport avec des mouvements sociaux, en fait, ça dépend des gens qui viennent dans le lieu. Il y en a qui effectivement ont une vision politique assez marquée, mais il y a vraiment toutes sortes d'opinions politiques, donc il y a tout. Il y a pas de, en tout cas, le lieu n'est pas, même s'il y a une portée politique, il n'est pas orienté, il n'est pas en relation avec d'autres mouvements sociaux, quoi. Merci Benjamin. Artopie, vous, du coup? Alors nous, comme on l'a cité avant, le forum social, on organise un forum social local et rural en réponse aux forums mondiaux donc depuis plus d'une dizaine d'années. Je crois que cette volonté est née de la fermeture d'une usine donc à Götzenbrück, le village voisin. Et donc c'est de là qu'est né ce forum social local. Et par la suite, Artopie a mené pas mal d'actions. Notamment pour aussi la fermeture de l'hôpital de Beach. Donc avec une manifestation, il me semble, avec une formation à la non-violence, désobéissance civile, donc avec une action qui a été menée à l'hôpital de Sarreguemines pendant la visite de la préfète à l'époque, je crois. Sinon, entre-temps, moi, au niveau personnel, j'ai fait ma première manifestation à Beach contre la réforme d'Arcos en tant que lycéenne. Il y a de ça quelques années aussi. J'étais très jeune et c'est grâce à Artopie. Donc, c'était une chose aussi. Et sinon, plus récemment, donc, on essaye de mener à bien ce projet de forum social où on organise des conférences, des projections, des rencontres, des ateliers. Pour éveiller un peu des consciences et
et ce genre de choses. Et sinon, plus récemment, avec les Gilets jaunes ou la réforme des retraites, je vais vous laisser la parole à Thomas, qui est juste là. Donc voilà, Thomas Rébichoum, qui est... Bonjour, oui, je m'appelle Thomas Robichon, je suis artiste, je suis membre d'Artopie depuis bientôt, enfin pas mal d'années. Voilà. Et moi je travaille pas mal du coup en lien, enfin la question de l'artivisme en gros se présente pas mal. Du coup, en fait à Artopie, il n'y a pas eu, concernant le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas eu particulièrement de manifestations organisées ici. Concernant la réforme des retraites, ça touchait beaucoup plus de gens parce que voilà, c'était beaucoup plus large. Et on a activé ici, voilà, on a fait une espèce d'expérimentation qui consistait à fabriquer collectivement des pancartes, pas juste des petites pancartes en carton, mais de faire des signaux graphiques visibles dans l'espace des manifestations qui portent un message clair. Et du coup, ça a mis en place, ça a activé pas mal de choses intéressantes au niveau du collectif, à savoir une réflexion politique, une monstration aussi dans l'espace de la rue qui était intéressante. Une affirmation de certaines valeurs qui n'étaient pas évidentes non plus dans le cadre des manifestations où on a souvent tendance à être contre quelque chose et la question de l'affirmation était voilà, une question politique qu'on a travaillée, qui était assez intéressante. Et du coup, voilà, l'idée, voilà, en tout cas pour ma part, moi j'essaie d'activer un peu ça, de réfléchir à comment on peut donner à voir des choses politiquement et comment on peut affirmer ensemble des choses, parce que je crois que le temps de l'affirmation est venu pour pas mal d'entre nous. Voilà, merci. Et donc, tu peux peut-être dire aussi que c'est le lien avec la ville aussi, à Strasbourg, Metz. Oui, après, il y a pas mal de membres, oui, c'est ça, il y a pas mal de membres instituteurs, en fait, qui étaient de femmes surtout, qui étaient très impliquées sur tout ce qui était manif des profs contre la réforme Blanquer, et qui allaient toutes les semaines à Metz ou à Nancy, suivant les 2 manifestations. Et nous, on s'est pas mal activé sur Strasbourg, du coup, pour essayer de grossir les rangs et de faire entendre nos voix particulièrement dans la réforme des retraites, en fait, et sur ces questions-là. Ok. Là, on a parlé un peu de la question du politique autour des lieux, mais est-ce que dans l'organisation des lieux, il y a aussi des choses qui vous paraissent de l'ordre de réinventer le politique dans la gouvernance, dans les choix que vous faites sur les modes de fonctionnement? Alors, c'est un peu compliqué, mais par exemple, on a modifié nos statuts pour avoir plusieurs présidents, donc au même niveau, c'est-à-dire qu'on est sous une coprésidence. Donc, par exemple, il y a quelques années, j'étais coprésidente, on était 4 coprésidentes. On a plusieurs trésoriers, etc. On essaye de faire un fonctionnement très horizontal. Et beaucoup de choses se décident en CA, mais parfois, en conseil d'administration, mais parfois ça devient un frein de devoir demander à tout le monde. Et c'est vrai que au niveau du fonctionnement de l'association, au niveau politique, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. C'est là où la question des communs intervient et où on commence à avoir aussi une réflexion sur le fait que Artopie, dans son organisation, dans ses usages, etc., est complètement articulé par les communs. Et donc, ça fait se questionner le mode de gouvernance, ça fait se questionner les règles et tous les usages que la communauté, qui à chaque fois est mouvante compte tenu des différentes activités, des différentes propositions qui sont faites. Donc, on réfléchit aussi à ce que le projet aujourd'hui s'articule autour du collectif et du commun. Donc, pour comprendre, on interroge la question de la collectivité, du rapport à la commune, du rapport au lieu où on est, et comment, en fait, justement, ces communs peuvent être une contre-proposition dans le modèle social, sociétal,
entrepreneurial, donc plutôt dans le sens d'entreprendre des activités pour soi et pour sa profession. Et tout le mouvement des communs et du communalisme en ce moment fait beaucoup résonance à ce que l'on fait et ce que l'on essaye de réfléchir ici. Et c'est intéressant de voir, par exemple, c'est anecdotique, mais ça montre aussi un petit peu voilà, l'orientation, la réflexion politique que l'on a. C'est que Philippe, donc, qui est un des membres très engagés d'Artopie, du collectif, si on reste sur cette idée, là est rentré dans le conseil municipal aux dernières élections, donc en attendant la validation, bien sûr. Mais c'est intéressant de voir en fait comment le collectif et la question de la collectivité, voilà, peut être aussi, nous, compte tenu de ce que l'on fait, du modèle qu'on essaie de développer autour de la solidarité, de l'altérité, et donc justement de la gratuité, peut-être quelque chose qui revienne un peu, remettre un peu en exergue et puis au goût du jour la question des communs et de la communalité, quoi. Voilà, donc ça, c'est un peu la réflexion qu'on a actuellement. Peut-être, je pense que Benjamin a envie de réagir aussi sur la question de la propriété Sur la et du question commun. des communs, effectivement, Ouais. je pense qu'il y a, en tout cas, moi, si je prends les deux expériences qu'on a, donc qui sont le magasin gratuit de Puy-Vert et la gratuiterie de Limoux, on a ces deux modalités de fonctionnement différents, très différents. Enfin, bon, le premier est ouvert en permanence et en fait, il n'y a pas. Donc, c'est deux aspects importants. C'est pour ça que je voulais revenir. La notion de commun me parlait, c'est-à-dire cet aspect ouverture et autonomie. Bon, par rapport au financement qui peut avoir un impact sur à la fois sur l'ouverture et sur le fonctionnement interne. Ça peut agir comme une instance de régulation externe qui va avoir un impact sur le fonctionnement interne. Alors là, le choix, ça a été donc de se baser sur la propriété privée, tout simplement. Donc, on fait ça chez nous. Et on ouvre une partie de notre... alors, pour le magasin gratuit de Puy-Vert, je ne suis pas propriétaire. C'est un autre membre du collectif. Et ici, je suis propriétaire à la gratuiterie de Limoux. Et donc, le fonctionnement, après, se veut non directif, tout simplement. Voilà. Et en fonction de ça, il y a des règles qui s'élaborent au fur et à mesure. Mais là-dessus, on est resté très clair. C'est essayer de minimiser les règles et de maximiser l'ouverture des lieux. Donc, au niveau du magasin gratuit de Puy-Vert, c'est une vraie réussite puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a tout simplement pas de... on va dire qu'il n'y a pas de structure, quoi. Il n'y a pas d'organisation. Il y a une organisation informelle qui s'est mise en place, mais il n'y a pas eu de volonté de créer une organisation avec des règles, avec une bureaucratie, entre guillemets, pour pour faire une comparaison avec sous la communauté Wikipédia, on parle d'administrateur qui a un statut un peu supérieur au niveau des droits d'édition, des choses comme ça. Donc là on est le modèle qu'on a tenté de développer, c'est un modèle non directif. C'est pas autogéré, je pense que ça serait pas le mot exact. Par contre, on tente au maximum d'imposer, on impose un certain nombre de règles minimales au départ, qui sont la gratuité, des échanges, certaines règles de convenance, qui peuvent d'ailleurs des fois être transgressées. Et à partir de là, les règles se sont mises en place au fur et à mesure. Voilà.
Ok, merci Benjamin. Lou, est-ce que tu veux bien? Il y avait une question qui en rejoignait deux autres. Est-ce que tu veux bien la poser? Si techniquement tu peux. Je sais pas, j'ai jamais utilisé Zoom. Est-ce que vous m'entendez? Bah, très bien. Ah, cool. Oui, j'ai beaucoup aimé l'intervention sur les communs et du coup, je me posais la question de votre business model. En fait, parce j'ai un ami qui a essayé de monter justement un tiers-lieu et il s'est confronté à de grosses problématiques de financement pour pas forcément être dépendant de certains du public, de financement public et en même temps pas forcément privé non plus. Donc c'était très compliqué et il n'a pas réussi en fait à mettre en place ce business model. Du coup, je voulais vous demander un peu comment vous arrivez à gérer ça. Alors, c'est le modèle économique est, bon, pas complexe, mais bon, assez varié. Dans un premier temps, donc si on revient un peu à l'origine du projet, donc c'est un artiste voilà, très connu qui a acheté le bâtiment et qui reste aujourd'hui en partie le propriétaire et qui déjà finance une grande partie du maintien et de l'entretien du bâtiment. Donc ça, c'est une part très, très, très importante. Donc on a cette grande chance-là et un peu cette question un peu morale voilà, d'utiliser, d'avoir la chance d'utiliser ce lieu, d'avoir la chance qu'il y ait eu ce projet initial d'un lieu pour de la création artistique et d'un lieu ouvert sur la rencontre et l'éducation populaire, etc. Donc ça reste une partie très importante quand même qui résout beaucoup de choses très logistiques ou techniques par rapport au maintien et l'entretien du bâtiment. Donc ça, c'est une charge quand même très importante avec un loyer ultra modéré, justement. Donc ça, c'est des conditions de base qui sont très, très importantes et très confortables, qui nous donnent une respiration déjà au départ. Ensuite, il y a une grande part d'autonomie et de manifestation à travers des spectacles que l'on peut produire, que l'on peut diffuser, des événements comme le 1er mai tout à l'heure dont je parlais, qui sont, nous permettent de nous autofinancer en très grande partie. Donc ça aussi, c'est très important. Ça ne se fait pas facilement parce que ça mobilise énormément de personnes, énormément de moyens et donc une logistique qui parfois peut être très lourde. Et donc l'expérience fait que voilà, l'organisation tient encore et permet d'avoir cette deuxième assise-là qui est importante. Et puis après, il y a la question des subventions voilà, qui sur certains projets est une part non négligeable, mais pas une part très importante non plus. Donc, par exemple, sur beaucoup de projets d'animation, d'éducation populaire ou d'animation sociale, voilà, avec des partenariats avec le conseil départemental, la CAF, des choses comme ça. Donc ça reste la DRAC ensuite sur des projets artistiques. Donc ça reste aussi des éléments voilà, importants. Nous, le but qui n'est pas facile à atteindre, c'est d'être le plus autonome possible vis-à-vis de ces subventions. Donc, on est très vigilant aujourd'hui à ne pas dépasser un certain seuil de conventionnement, de subventionnement sur certains projets pour voilà, ne pas être dépendant et puis être le plus autonome possible. Donc, nous, aujourd'hui, sur ce projet de tiers-lieu et de commun, le modèle économique, il est en fait, compte tenu de l'expérience, des compétences que l'on regroupe, c'est de proposer un savoir-faire à la fois d'ingénierie culturelle et d'opérations culturelles pour des projets comme celui qu'on développe ici, qui pourraient être reproductibles ailleurs.
Donc, nous, on pourrait dire qu'on fait donc de l'activation artistique et culturelle pour d'autres projets. Et sur le modèle qu'on développe ici, bon, on pourrait l'idée, c'est de le reproduire. Voilà, on a évoqué tout à l'heure un site qui a fermé, qui était une ancienne petite industrie verrière dans la commune à côté. Bon, ils ont réhabilité ce projet et aujourd'hui, ils ont la nécessité de remplir ce lieu et d'activer ce lieu et ils ne savent pas faire. Voilà. Donc ça, c'est un des projets, par exemple, sur lequel on réfléchit. Et donc le modèle autour justement des communs et la question des communs, c'est que donc, comme les communs numériques, par exemple, donc nous, on est dans un partage de notre connaissance, de notre compétence, de modèles, de méthodologies qu'on a appliquées et puis donc on partage. Mais compte tenu du projet qui nous est proposé, du partenaire, si c'est une collectivité ou une entreprise, etc., la gratuité, elle sera tout autre en fait. Donc, on peut faire payer notre prestation et notre intervention voilà, sur un modèle qui reste ouvert, mais sous certaines conditions commerciales. Voilà. Donc, c'est un peu le modèle. C'est d'activer en fait, nous, ce que l'on essaie de mettre en place ici, en étant très lucide sur des choses que l'on sait très bien faire marcher, d'autres un peu moins, et d'autres où il faut encore beaucoup travailler, notamment la question des publics et de certains publics voilà, qu'il faut atteindre, si on peut dire, enfin, avec lesquels qu'il faut rencontrer. Et donc, nous, une des grandes questions, c'est de rendre visible notre action et puis de faire que le public puisse faire le distinguo entre le CIAV, la Albérière, etc., et Artopie, par exemple. Ça, c'est un des gros chantiers qu'on a sur la visibilité, la lisibilité de notre action et de notre image. Voilà, parce que pour dire un peu les problématiques que l'on a et les points noirs, par exemple, c'est l'image et le cliché et le préjugé que peuvent avoir un certain nombre de personnes ou de publics sur Artopie. Et l'image de l'alternative, voilà, un peu datée, ajoute un peu de la complexité à tout ça, quoi. Benjamin, est-ce que tu veux réagir aussi sur cette question de comment économiquement on construit ces modèles-là ou... En ce qui concerne nous, notre objectif, c'est donc de promouvoir la gratuité et la culture libre. Donc à partir de là, on essaie de mettre en adéquation nos moyens au maximum avec cette finalité. Donc c'est un point important qui vraiment structure le projet depuis le départ. Donc à ce titre-là, ce qui paraît le plus cohérent, c'est d'utiliser l'économie du don pour se financer. Concernant le magasin gratuit de Puy-Vert, donc on a ouvert il y a 8 ans à peu près. Pendant longtemps, on n'avait pas de financement du tout. Enfin, on ne demandait pas d'argent même aux usagers. Voilà, donc ça, c'était basé uniquement sur. De toute façon, alors on part aussi du principe que les frais qu'on encourt en ouvrant un lieu de ce type sont quasiment nuls, parce que de toute façon, les frais qu'on aurait, qui sont essentiellement la taxe foncière et éventuellement la taxe d'habitation, là ça peut poser problème, mais seraient de toute façon, on les paierait de toute manière. Donc c'est un peu comme si on prend quelqu'un en stop, on accepte le fait que ça va pas, de toute façon on paierait le voyage quand même. Donc on est parti un peu sur ce modèle-là. Et il y a, je crois que c'était en 2016, on a mis en place une caisse à dons, voilà, à l'entrée du magasin gratuit. Et ça rapporte un peu, c'est des sommes assez
assez faible, mais ça permet d'améliorer un peu le lieu. Voilà. Et concernant la gratuiterie de Limoux, donc là, on essaie de développer on essaie de trouver des moyens qui permettent d'autofinancer davantage le lieu. Donc ça peut être, par exemple, en proposant des inscriptions à l'association, voilà, des choses comme ça, ou des modèles un peu plus complexes, qu'on essaie notamment autour du prêt gratuit. Voilà. En tout cas, bon, en ce qui nous concerne, la question des subventions est négative. Hein. Il n'y aura pas de subvention pour le maintien des lieux, quoi. Enfin, voilà. Parce que ça serait sortir du principe qui prévaut donc de promotion de la gratuité en se basant sur de l'argent qui est en faisant appel à de l'argent qui est quand même financé, enfin qui provient de l'impôt. Donc ça serait revenir à un échange contraint. Ouais, l'usager sera obligé de payer indirectement pour bénéficier du service. Ok, merci. Ameline, tu as de nouveau une question? Oui, moi je voulais juste dire que les modèles économiques, en fait, peut-être ton copain Lou, il voulait vivre de son tiers-lieu. Et que des fois, il y a des gens qui se lancent dans les tiers-lieux et qui ont envie de vivre, de devenir riches. Et en fait, on peut se le dire qu'on ne devient pas riche dans un tiers-lieu, peut-être humainement, mais pas économiquement. Et je pense que souvent, il y a des projets qui tombent parce qu'en fait, on ne peut pas gagner 3 000 € par mois au départ, même à la fin, enfin, sauf à faire vraiment des bars avec beaucoup de soirées. Mais voilà. C'était juste ça que je voulais dire. Si je peux me permettre, en fait, ici, donc, comme disait Michel, on a eu la chance d'avoir ce mécène, ou en tout cas ce type voilà, cet artiste qui a mis des sous dedans. Ce que ça nous permet d'expérimenter, qui est intéressant, c'est un peu la notion de propriété d'usage dont parle pas mal Bernard Friot là, dans ses travaux, qui fait qu'on se retrouve tous en fait avec un outil de travail collectif, une propriété collective en fait de notre moyen de production. Personnel, professionnel, les usages en sont différents, mais qu'on expérimente cette notion de propriété d'usage, puisque le lieu n'appartient réellement à personne, donc à ce type-là, mais cet artiste-là qui n'est jamais là, en fait. La carte blanche. Voilà, en fait, on a un peu, ça pose vraiment la question de voilà comment on s'engage tous dans une propriété collective. Et je crois que je trouve que c'est un business model intéressant pour l'avenir, en tout cas une idée intéressante à mettre en place. Alors un peu utopique, un peu difficile à maintenir. Bah, nous, on a cette chance-là, donc c'est sûr que ça enlève pas mal de questions. Mais cette question de propriété d'usage, en tout cas, je trouve vachement intéressante voilà, je trouve assez intéressant. Et quelque part, cette propriété d'usage, elle s'est construite là sur un don personnel, mais elle aurait pu, de la même façon, et peut-être que certains d'entre vous l'ont vécu, se construire sur une occupation, par exemple. Tout à fait. Bah, c'est assez, on va dire qu'on a un squat de luxe, mais c'est un peu ça, quoi. C'est sans la pression qui va derrière, hein, parce que voilà, les gens qui montent des squats ou qui ouvrent des lieux comme ça sont soumis à vachement plus de pression que nous. Mais c'est un peu la même question, c'est un peu le même fond, je trouve, qui est en jeu. C'est qu'est-ce qu'on fait collectivement de nos outils de production quand on a la chance de pouvoir les avoir à un moment ou à un autre. Et c'est riche d'enseignement, en tout cas, collectivement. Ok, merci. Moi, la dernière question, et elle est large, c'est là, actuellement, que ce soit les lieux ou la société vivent une période assez particulière, et on sait tous qu'on va vivre une période d'autant plus particulière parce que là c'est aujourd'hui le confinement, mais demain c'est ce qui va en découler, un bouleversement économique, des bouleversements politiques et sociaux qui commencent déjà. Question à 1000 points, hein, mais comment est-ce que vous vous projetez là-dedans ou pas? Est-ce que déjà là, pendant cette période-là, vous avez des actions, des activités, un rôle? Est-ce que demain, est-ce que ça change quelque chose
est-ce que ça renforce ce que vous faites déjà Comment ça impacte ça? Comment vous vous projetez là-dedans Alors, c'est une question un peu difficile parce qu'on est quand même dans le flou, mais ça a quand même engendré déjà. Il y a des choses qui n'ont pas trop changé, étant donné qu'on est sur un lieu où déjà c'est beaucoup plus simple au niveau social d'être à plusieurs. Donc, rien que par rapport à ça, le fait d'être en commun aussi, ça permet d'être, pour des questions pratiques, c'est beaucoup plus simple d'avoir qu'une personne qui va faire les courses toutes les semaines ou quoi. Ce qu'on a fait pendant ce moment-là, on a organisé des commandes de légumes donc chez la maraîchère on allait toujours au marché à 20 km d'ici. Et donc, on a organisé des livraisons donc à Meisenthal. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à cette question? Pour plus tard, on est un peu dans le flou, mais on profite de ce moment pour être dans la réflexion par rapport au lieu et ce que le lieu peut apporter sur le territoire au niveau sociopolitique ou... Ce que le flou dont parle Lisa, c'est que là, très clairement, la situation, comme tout le monde, renvoie à ce qui va se produire à la sortie du confinement, et puis bien sûr, tout ce contexte fortement étrange et très impactant. Donc, ça, c'est le flou, c'est que nous, on croit tous très fortement au modèle qu'on expérimente chaque jour et puis à ce que l'on essaie de défendre et puis de transmettre, d'échanger, etc. Et le flou, il est est-ce qu'on doit aller plus radicalement vers ce modèle qu'on défend et puis être plus offensif par rapport à justement la question politique et l'engagement politique à travers le fonctionnement et la mise en commun de ce lieu, et puis après à travers le modèle de vie qu'on veut, les conditions de vie qu'on veut avoir. Donc on fait tous le choix depuis très longtemps, mais sans doute encore plus aujourd'hui, que on ne veut pas être un tiers-lieu, et c'est l'un des enjeux, être un tiers-lieu qui fasse de l'argent, parce que de toute façon, on est d'accord qu'on ne gagne pas de l'argent avec un tiers-lieu, mais ça tombe bien parce qu'on ne veut pas en gagner, et qu'on veut être dans un mode de vie, des conditions de vie qui sont meilleures, qui sont peut-être plus frugales, mais qui font aussi ce qu'on n'a pas dit par rapport à l'environnement naturel, si on peut dire, c'est que là, il y a une qualité de vie qui est exceptionnelle, il y a un environnement où il y a une faune, il y a une flore, il y a une végétation qui est incroyable et qu'il faut garder, qu'il faut protéger. Donc, et on veut protéger la condition et la qualité de vie qui va avec. Donc, peut-être que la question, c'est aujourd'hui, c'est comment on est politiquement plus offensif et qu'on affirme et qu'on rend visible et lisible notre action plus fortement, quoi. Ok. Est-ce que Benjamin, tu veux réagir là-dessus aussi ou... C'est-à-dire, moi, ce que je constate, en tout cas, en ce qui compte, nous, on a fermé le lieu. On a aussi bien le magasin gratuit que la gratuiterie Limoux, dans la mesure où ça s'apparente à des magasins, donc on fait de l'échange d'objets divers et variés. Enfin, il y a toutes sortes d'objets qui circulent. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que les gens du quartier m'interpellent régulièrement dans la rue pour me demander bon alors ça rouvre quand voilà, donc je pense qu'au niveau ça me paraît très positif pour l'avenir, parce que ça montre que finalement un des objectifs du lieu est rempli, à savoir que on a réussi à s'implanter dans le quartier, et ça c'est très important, parce que je pense que la politique, moi, se construit dans l'action, dans le faire, et
la parole, en quelque sorte, est souvent, d'ailleurs, elle est souvent trompeuse. On le voit en ce moment, on a du mal à se repérer entre les informations contradictoires au sujet de l'épidémie. Enfin, voilà. Et là, je pense que c'est important donc, de recentrer l'action politique sur, tout simplement sur l'action proprement dite, sur le faire, quoi. D'où l'intérêt de méthodologies comme la recherche-action qui recentre, on va dire, crée à la fois sont productrices de connaissances à travers l'action et qui utilisent les connaissances pour retourner sur l'action. Donc ce va-et-vient systématique est très important dans la construction de lieux qui auront un impact politique. Et je pense que ça, il faut bien insister là-dessus. Vraiment, le faire est très important. La progression du politique par l'action, même si c'est des petites des actions qui peuvent paraître minimes, voilà, le simple fait d'entrer dans un lieu où tout est gratuit et pouvoir se servir comme on veut, c'est ça qui va provoquer des transformations, à mon avis. Voilà, après, tout ce qui passe par le discours est important aussi. La preuve, on en parle. Mais la mise en place de lieux qui vraiment sont ancrés dans des routines, dans des habitudes, dans des pratiques concrètes, et à mon avis est déterminante dans l'action politique. Merci. Je te reposerai peut-être la question juste après sur la dimension recherche, dont là tu nous as un peu moins parlé, mais comment est-ce qu'on produit des savoirs à partir de ça? Juste avant, j'ai une question d'un participant qui dit vos lieux sont donc des lieux sociaux, en tout cas c'est votre souhait, mais est-ce que vos activités permettent une socialisation vers le monde existant ou est-ce que vous souhaitez créer un monde social nouveau? Donc ça c'est une question très importante, hein, parce que justement peut-être que nous, la recherche et la réflexion nous permet justement d'observer toute cette socialisation et d'être attentif justement à ce que l'on fait dans l'action, comme disait Benjamin, et à voir peut-être qu'on ne réinvente pas la roue et qu'on ne crée pas un monde social nouveau, forcément. Mais par contre, peut-être qu'on renouvelle justement... Enfin, on a une autre lucidité sur le rapport social, sur la relationnalité, sur le rapport en fait, le rapport à l'autre, le rapport au milieu et à l'environnement dans lequel on se trouve. Et voilà, et que des questions qui sont très anciennes voilà, et des notions très anciennes autour des communs, autour du partage, autour justement du soin, de la générosité, de la solidarité, etc., sont peut-être simplement remises en perspective aujourd'hui compte tenu de la situation et des conditions dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, quoi. Donc, c'est peut-être pas nous qui réinventons un nouveau monde social, mais c'est peut-être le monde autour de nous et c'est les conditions qu'elle génère aujourd'hui qui font qu'il y a une forme de réinvention et de régénération, quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais je ne sais pas si on a la prétention de vouloir créer un monde de nouveau, mais au moins, ce qu'on sait, c'est que les conditions et la situation, elle, est très nouvelle actuellement et dans les années qui vont suivre, dans les années à venir, quoi. Donc il y a cette notion de pas créer un monde nouveau, mais par contre expérimenter des choses. Et autour des choses qu'on expérimente, la société se réinvente en y piochant, en s'en inspirant.
Si je peux me permettre, on travaille avec Virginie et d'autres artistes, on travaille pas mal dans différents milieux sociaux, en prison, dans les cités, dans les banlieues, avec dans les quartiers prioritaires, etc., comme on dit. Je crois que ce qui permet, enfin l'art en tout cas, Artopie permet des choses, c'est un rapport à l'autre différent, et j'imagine que la gratuité, ça doit être un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on instaure un rapport à l'autre de 1 à 1 qui est égalitaire en fait, on se parle de personne à personne, et je crois, sans forcément vouloir réinventer créer un monde social nouveau, la question elle est de changer, de transformer celui dans lequel on vit. Je crois, et de créer des rapports de personne à personne, en fait, qui sortent de ces questions de ces questions qui sont tous en train de nous emmener dans le mur. Donc, je crois que l'important, c'est de travailler ça et de le travailler entre gens réels et sur des bases autres, à savoir l'art, la gratuité, toute forme, en fait, je pense, qui permet au rapport entre les gens de s'épanouir, en fait, est bonne à saisir, et il faut s'en emparer, quoi. Donc, par rapport à, pour prolonger ce que dit Thomas, enfin, ça me permet de parler aussi de la question du numérique et des technologies qu'on n'a pas abordées, mais qui est un élément important et où on essaye aussi d'être dans des questions d'autonomie et de décentralisation. Donc, la notion de pair à pair dont parlait Thomas, elle est aussi réactualisée, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la situation nouvelle et aussi par la technologie. Donc, on réfléchit beaucoup aux outils qu'on met en place et justement aussi toute la transmission à travers l'exemple des logiciels libres et des outils libres pour mettre en place et puis expérimenter aussi à travers des actions parfois très simples, mais expérimenter aussi ces outils technologiques et ce système commun de partage à travers des outils numériques, quoi. Et donc là, le pair à pair est aussi bien dans le système informatique que dans la mise en place, la méthodologie de partage et de distribution de la connaissance. Voilà, ça nous permet de repenser aussi le rapport social à travers les actions que l'on mène avec ces outils. Benjamin, est-ce que tu souhaites réagir aussi, peut-être revenir aussi sur la dimension recherche? Ce qui me paraît intéressant aussi au niveau du logiciel libre, c'est que en fait, quand on parle bien souvent les libristes parlent de révolution du logiciel libre, révolution du libre, plus généralement pour ce qui inclut aussi la culture libre. Je pense qu'il y a derrière non pas l'idée de transformer l'intégralité de la société. C'est pas une révolution, ni même l'intégralité, on va dire, de tout ce qui se fait en code source, enfin de tout ce qui s'écrit en software. L'idée, c'est plutôt de proposer un modèle différent qui fonctionne plutôt bien. Bon, pas toujours en ce qui concerne certains logiciels, mais globalement, ça fonctionne bien. Et c'est vraiment, il y a derrière, c'est une révolution des possibles. Voilà, et ça, c'est ce qui me paraît important, c'est-à-dire que ce n'est pas une révolution qui va englober l'intégralité de tout ce qui se fait, de toute la culture aussi. Il y a des personnes qui vont choisir de mettre leurs œuvres sous licence libre, leurs œuvres artistiques notamment. Il y en a d'autres qui vont préférer les garder, les proposer sous des contrats de licence plus restrictifs. Donc voilà, cette révolution, elle est dans la mise en place d'outils, de techniques et aussi de techniques informatiques notamment, qui vont accroître les possibilités pour les usagers et pour les producteurs aussi, pour ceux qui produisent, en sachant que souvent la différence est de plus en plus ténue.
Voilà, donc on parle souvent de contributeurs plutôt que… donc chaque usager peut devenir contributeur et vice-versa. Donc il y a vraiment cette philosophie derrière qui est très importante, quoi. Il y a une révolution, mais c'est pas une révolution intégrale voilà, on n'est pas dans une coopérative intégrale, par exemple. La révolution, elle peut se limiter à des champs bien spécifiques, quoi. Mais il y a quand même des changements de pratique significatifs. Pour la coopérative intégrale, du coup, là, c'est une initiative qui est plutôt celle de la transformation du monde social, avec l'objectif d'un groupe catalan de coopératives de pouvoir transformer durablement les systèmes économiques en se transformant de leurs propres propos, hein, mais toute l'activité aujourd'hui marchande en la redirigeant vers des systèmes coopératifs. Donc ils expérimentent y compris du logement, de l'alimentation, de la production industrielle, etc. en coopérative. Oui, ben voilà. Je pense par exemple, en ce qui concerne la gratuiterie ou des activités qu'on met en place, l'idée c'est plutôt d'avoir, l'espérance qu'on a derrière est plutôt éventuellement de se calquer sur un modèle viral, espérer que des petites actions qui sont mises en place, des petites innovations, des petites expérimentations vont progressivement se répandre et s'agglutiner pour au fur et à mesure construire un réseau d'échangements marchands qui va de plus en plus s'étoffer et répondre à de plus en plus de besoins économiques fondamentaux. Voilà, ça permet de rebondir sur ce qu'il dit Benjamin et sur l'exemple que vous donnez. Donc, on est complètement dans cette réflexion et donc on n'a pas la vision de renverser le système et de révolutionner, mais la révolution qu'on peut créer dans notre localité, c'est justement montrer aussi que la propriété, elle peut être autre qu'une propriété marchande et qu'elle peut être plutôt passer par l'appropriation voilà, d'une connaissance, d'un tutoriel, enfin d'une compétence, etc. Et que c'est par cette manière qu'on peut apprendre autrement déjà et qu'on peut apprendre d'un pair et qu'on peut, en s'appropriant un outil informatique, en s'appropriant, on fait beaucoup de choses autour de la fermentologie, par exemple, en s'appropriant voilà, un savoir-faire, on repense la propriété. Voilà. Donc ça, c'est une part importante. Et l'exemple catalan que vous avez donné, c'est un exemple qui nous parle, mais bon, qui est justement assez radical et assez ambitieux. Voilà, qui nous intéresse, qu'on observe, mais bon, voilà, où on n'a pas forcément l'envie et, pour être très clair, la compétence de faire un tel projet. Voilà, même si on trouve ça très intéressant sur énormément et sous énormément d'aspects. Voilà. Peut-être, Benjamin, je reviens un petit peu sur ce que tu disais sur la dimension recherche. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait le choix d'aller monter des gratuiteries et d'en faire l'ensemble de ton activité? Pourquoi est-ce que tu continues et pourquoi ça te semblait important de continuer à produire à partir de ça des connaissances, des points de vue de recherche? Pourquoi avoir choisi la recherche-action et pas l'action tout court? Oui, alors… Bon, déjà, il y a des moments où j'étais plus orienté sur l'action, il faut dire ce qui est. Mais bon, le tout, à l'origine, c'est quand même parti d'une question de recherche, hein, ce projet, qui est très lié au logiciel libre, justement, parce que j'ai fait mon doctorat dessus, ma thèse dessus. Qui était donc d'essayer de montrer que
la répartition, on va dire, des différentes formes d'échange ne dépend pas des propriétés, on va dire, de l'espace dans lequel il se déroule. Donc, alors j'entends par là, est-ce que c'est un espace numérique principalement, hein, ou est-ce que c'est un espace réel, entre guillemets, parce que l'espace numérique est aussi réel. Donc, en d'autres termes, l'idée, c'est de montrer que on ne peut pas dire, voilà, la gratuité est impossible, mais elle peut quand même trouver sa place sur Internet parce qu'on est dans un contexte numérique. Et donc, la faisabilité de la gratuité est possible, mais uniquement dans ce contexte. Donc voilà, l'idée, c'était d'ouvrir un lieu. Bon, il faut savoir qu'il y a eu une expérience au préalable, une pré-expérimentation qui était très intéressante au Café Citoyen de Lille, où on avait ouvert un espace de gratuité aussi permanent. Donc, il y a cette dimension, à un moment donné, bon, voilà, je pense avoir réussi à démontrer dans ma thèse qu'il n'y avait pas effectivement d'impact sur que constitue dans le domaine numérique, enfin dans l'espace matériel ou immatériel, il n'y avait pas. C'est pas ça qui allait impacter, qui allait déterminer comment le marché, le non-marchand se répartissent, mais à un moment donné, ça me paraissait important d'essayer de montrer aussi que de montrer concrètement que oui, en fait, ce modèle de la culture libre peut être implanté dans la sphère matérielle. Alors, en sachant que ce n'est pas le modèle proprement dit de la culture libre, qui est très, d'ailleurs, où il y a plein de modèles différents, mais disons, cet aspect, je viens, je suis libre de prendre, je suis libre du donner, je suis libre de contribuer, voilà, c'est... Et je pense que la recherche-action que j'ai entreprise avec d'autres personnes, hein, mais, le montre de manière significative. Enfin, il n'y a pas de barrière matérielle au fait de vivre dans un monde qui fonctionne sur des modalités d'échange qui ne sont pas celles du marché. Le marché est une construction parmi d'autres. Voilà. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, on est sous la domination des échanges marchands, mais on peut très bien mettre en pratique des formes d'échange complètement différentes. Voilà. Et on ne pourra développer de telles pratiques, comprendre comment elles fonctionnent, en comprendre les limites aussi, qu'en pratiquant. Ce n'est pas possible, à mon avis, de rester dans la sphère théorique et de ne pas avoir de retour, d'interaction avec le monde réel. Il faut absolument partir sur le terrain, j'ai envie de dire, réaliser concrètement des actions pour voir quels vont être les retours, qu'est-ce qu'on a comme expérience. C'est ça qui me paraît fondamental en termes de recherche. Donc, okay. Voilà. Après, il y a d'autres aspects qui sont liés à la culture libre et à la science ouverte, mais bon, on peut l'envisager. Ça, j'ai envie de dire, c'est pas nécessaire quoi. Okay, donc il y avait la notion de démontrer, de pouvoir écrire et montrer une possibilité à travers la recherche, et en même temps la notion aussi de comprendre, d'essaimer. Tout à fait, oui, il y a cette idée qui est importante dans la recherche-action aussi, ensuite, une fois qu'on a développé des compétences en termes d'expérience, de pouvoir les transmettre. Et bon, la transmission peut se faire par des biais très différents. Hein. Ok. Ça rejoint aussi ce qui se fait, par exemple, on en a peu parlé, hein, mais il y a j'ai vu quelques personnes ici qui animent ou participent à des espaces de fabrication ouverts, très marqués par la culture du logiciel libre aussi, les Fab Labs, et qui de la même façon sont des espaces où on produit à un endroit, et parce qu'on a cette culture de la documentation, de la recherche, ça peut être produit ailleurs. On a dépassé d'une dizaine de minutes l'horaire de fin qui était fixé, mais avant pas de fermer, mais en tout cas moi de lâcher mon rôle d'animateur et de laisser
encore la discussion se faire. Est-ce qu'il y a des dernières questions des participants? Alors, il y a Lou qui demande, Benjamin, est-ce que tu es chercheur à temps plein ou est-ce que tu as choisi d'être à mi-temps? Alors, je pense que la réponse peut être… Alors, ouais, je suis chercheur à temps plein, hein, comme tout le monde. Non, mais Non, mais je pose la question parce qu'en fait, j'ai des collègues qui. Moi, je suis doctorante et j'ai des collègues permanents maîtres de conférences qui souhaiteraient passer à mi-temps, justement. Et en fait, il y a beaucoup qui se posent la question. Donc, c'est pour ça que je me permets de poser ça comme oui, question. oui, bien sûr, mais c'est une bonne question. Moi, j'ai choisi, je dis bien choisi, parce que ça paraît parfois un peu surréaliste, de ne pas faire de la recherche dans le milieu académique. Notamment parce que je suis justement un adepte de la culture libre et que ça me paraissait un peu contradictoire sur certains aspects. Donc, j'ai choisi d'être un chercheur indépendant. Donc, à ce titre-là, je suis chercheur à mi-temps, à temps plein, ça dépend de mes disponibilités en matière de temps de travail, quoi. Mais c'est effectivement c'est un point sur lequel j'insiste. Je pense qu'on peut faire de la recherche indépendamment des structures académiques. Bon, je rejoins en cela un mouvement, le mouvement de la science citoyenne et de l'open access évidemment, mais surtout le mouvement de la science ouverte, quoi. Personnellement, je pense que toute personne qui le souhaite doit pouvoir faire de la recherche et s'engager dans des… D'autant plus maintenant que les outils sont librement accessibles. Et faire de la recherche sans être rémunéré, hein, ce n'est pas une obligation du tout. Et je pense même qu'il faut mieux parfois éviter d'être rémunéré. Mais bon, ça c'est personnel, mais à mon avis, une bonne partie de la recherche devrait se faire de manière indépendante sans financement. Je pense que c'est quelque chose qui devrait se généraliser à l'avenir aussi, je pense. Ouais, je me permets, avant de relaisser la parole à Artopie, en fait, il y a une semaine de ça, je crois, on a accueilli 2 intervenantes, on a parlé de sciences ouvertes et notamment de sciences ouvertes sur la question de l'open access et de sciences ouvertes sur la question plutôt de comment les sciences peuvent se faire aussi, enfin la fabrication de la recherche de façon ouverte et hors du monde académique ou en tout cas avec des liens différents. Et du coup, il y a un projet en cours qui s'appelle OpenESR. C'est un cycle de rencontres qui est organisé par une de nos intervenantes, entre autres, qui parle de ces questions-là. Artopie, est-ce que sur la question du lien avec la recherche que Lou posait, vous souhaitez répondre aussi? Oui. Alors, on est partenaire de OHM, donc l'Observatoire Homme-Milieu Pays de Beach. Donc, c'est un projet de sociologie mené par Fabien Hein, un sociologue enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. Et je ne sais pas si tu veux en dire plus, Michel. Voilà, donc ça, c'est aussi, ce volet-là permet aussi d'être un peu dans un comité de pilotage aussi informel, mais qui est très important et où justement il y a une observation aussi sur le projet d'Artopie encore une fois dans ce territoire et dans cet environnement. Et puis ensuite, il y a pas mal d'actions voilà, qui sont en lien soit avec les écoles d'art, les écoles supérieures d'art, soit avec l'université, principalement Strasbourg, Nancy et Metz. On a cette chance en fait d'être à égale distance de Civil ou même Sarrebruck. Et donc, ça, c'est intéressant parce que soit par des étudiants doctorants ou soit par des chercheurs, donc plutôt en école supérieure d'art, on a à travers des projets ou des recherches, des actes de recherche, beaucoup d'échanges et puis des observations extérieures qui viennent alimenter notre réflexion et puis donner un peu donner un peu de lucidité aussi sur nos différentes actions et sur le projet global voilà, d'aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'est une part très importante.
Et puis, sur la question des communs, moi, c'est ce projet-là, pour parler plus personnellement, c'est justement un projet moi, qui me permet, compte tenu encore une fois du contexte actuel, de continuer cette recherche qui, comme Benjamin, moi, que je faisais indépendamment, même si j'ai été enseignant en école supérieure d'art, pas très loin de Limoux, à Perpignan, et que j'étais plutôt dans un environnement d'enseignement supérieur, mais on n'a pas besoin effectivement de faire de recherche avec un cadre institutionnel où on peut faire une recherche ouverte et citoyenne. Et là, c'est ce qui est intéressant. Voilà. Et ça fait, ce que dit Benjamin, ça fait écho à ce que l'on vit ici, quoi. Et c'est très important. Enfin, pour nous, c'est même un élément, comme a dit Benjamin encore une fois, la recherche et l'action sont à un moment une dynamique nécessaire et bienfaitrice, quoi, pour avancer, quoi. Ok, merci. Alors, je vais conclure, pas en fermant la salle et en mettant tout le monde dehors, mais en tout cas en mettant un mot de la fin. Et puis, je laisserai la salle ouverte ensuite jusqu'à, je pense, 22h30 à peu près, pour ceux qui veulent discuter entre eux, papoter, interpeller nos intervenants si ils sont encore là sur des questions. Merci à Artopie. Alors, je pourrais pas retenir tous vos prénoms, mais en tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir participé. Merci aussi Benjamin. Moi, je trouvais ça assez marrant de voir des lieux avec des dynamiques et des histoires complètement différentes, mais qui se rejoignent assez, si vous me permettez de m'avancer là-dessus, sur les intentions, en tout cas, et qui sont à deux bouts assez opposés de la France. Plus loin, c'était compliqué l'un de l'autre. Merci à tous nos participants et participantes. Et puis, je m'en excuse s'il y a un de mes collègues ou une de mes collègues qui veut bien dire quel est le prochain. Ah si, je sais, pardon. C'est sur l'intelligence artificielle. Le prochain Café des Sciences, ce sera mardi prochain à 21h. Voilà, donc on peut vous y retrouver. Et moi, je descends de mon rôle d'animateur et je laisse les gens échanger entre eux. Ah, on parlera de robots tueurs, nous dit Thierry. Ça a l'air super. Franchement, merci beaucoup. Ah, et Benjamin et Artopie, il y a Lou qui voulait choper vos contacts. Donc, si ça vous va, je la mettrai en relation par mail. Parce qu'elle fait sa thèse du coup sur. Lou, tu veux bien dire sur quoi tu fais ta thèse? Parce que je me souviens plus exactement de ce que c'est. C'est toujours compliqué d'expliquer ce qu'on fait en thèse. J'essaye de travailler sur la territorialisation du numérique, notamment, et le lien avec les communs. Donc, je suis un peu ce que fait le groupe Eco-Info, tout ce que font Barcelone. Ouais, voilà, oui, du coup, oui, voilà. Artopie a bien compris. Quand il a parlé de commun numérique, j'ai sauté sur Jérôme. Donc, ouais, je pense que ça serait pas mal qu'on en rediscute, parce que j'ai pas mal de questions, mais aussi, il faut que moi, je me risque de mon côté. Beaucoup de lectures, et ça prend pas mal de temps. Et c'est vrai que la recherche non institutionnalisée, donc vous avez beaucoup parlé de ça, c'est vrai qu'on en parle peu, nous. Nous, justement, on se bat